Mais Farida Belgoul décrit très bien ce phénomène-là, en fait en disant que les socialistes et SOS Racisme et ce type d'associations ont tout fait pour que ces fameuses zones-là soient ghettoisées. C'est-à-dire qu'ils ont mis tous les services, etc., au plus près de ces zones-là. Ce qui fait qu'en fait les gens, sans leur mettre les moyens de transport adéquats, ce qui fait qu'en fait les gens, ces quartiers-là s'autosuffisent, et comme ils ont peu de moyens de transport, ils ne vont pas se mélanger avec le centre-ville. Et donc en fait on a ghettoisé très volontairement, enfin ils ont très volontairement ghettoisé en disant en fait on va tout leur donner à portée demain, on ne va pas leur donner beaucoup de moyens de transport, comme ça en fait on les garde sous le coude. Et ils ne vont pas se développer et ils ne seront pas en contact avec le reste de la population. Mais c'est dangereux ces fractures à long terme pour la société française. Mais d'ailleurs c'est pour ça que ça explose. Ouais, voilà. D'ailleurs c'est pour ça que ça explose. C'est une menace simplement. à la cohésion de toute la nation française quand même. Mais sauf qu'en fait, comme vous dites, après il y a des bugs dans la matrice. Voilà, J'adore cette expression. C'est parce qu'en fait ça peut pas durer comme ça. Parce qu'en fait on veut déshumaniser, mais sauf que l'homme est homme. Et en fait, l'homme, à un moment, quand on veut trop le déshumaniser, finalement, ça se retourne contre ceux qui ont voulu trop le déshumaniser, puisque on ne peut pas déshumaniser complètement un homme, puisque l'homme, par définition, est homme. Donc il est humain. Donc il y a un moment où il va falloir, où il va être, j'allais dire, c'est presque obligatoire, il va vouloir retrouver son humanité. Et donc ça va bugger dans la matrice. J'ai pas fini de... Voilà, j'aime bien cette expression. Alors on nous dit justement, que pensez-vous de la position de Poutine lors notamment de son discours de septembre 2013 concernant les politiques sataniques et pédophiles de l'Occident et le reniement de ses valeurs fondamentales? C'est vrai qu'il a attaqué très violemment les politiques. En fait, Poutine est vu comme un homophobe absolu parce que justement, il s'oppose fermement justement à ces avancées que je mets entre guillemets qui sont faites dans Exactement. Et alors, figurez-vous que j'ai été très très attaquée justement parce que je m'étais prononcée à cette période parce que j'étais invitée à parler avec des députés russes, etc. Et j'ai remercié la Russie en fait d'être aussi ferme sur ces valeurs-là et de ne pas céder au, comme vous dites, des progrès du monde. Et en fait, du coup, j'ai été extrêmement critiquée. Alors, on vous a traité d'adorer un dictateur. Voilà, exactement. Et que donc, on m'a dit, t'as qu'à partir en Russie, comme ça, on sera bien débarrassé de toi. De même que quand j'ai fait mon jeûne, on a dit, pourvu qu'elle arrête jamais son jeûne. Voilà, toutes ces choses aussi. Ou qu'elle soit euthanasiée comme Aziza. Donc on se demande où est, dans quel camp est la tolérance. Mais enfin bref. Donc pour en revenir à Poutine et à la Russie, moi je suis évidemment, je veux pas être dans l'excès, donc je serai jamais dans l'excès. Mais je pense que en fait, oui, il faut donner un coup d'arrêt à tout ça. Et arrêter en tout cas la promotion des LGBT, en particulier dans les écoles. Par exemple, à Versailles, il y a eu une école publique, mais dans un quartier chic de Versailles, où il y a un transsexuel qui est venu, poète. Alors, j'ai pas lu ses poèmes, mais enfin en tout cas, il est transsexuel, il le dit, et il est venu évidemment faire sa propagande dans une école à Versailles. Et non. Il faut vraiment mettre un coup d'arrêt à ça. C'est pas possible, quoi. C'est nos enfants qui sont victimes. Ils viennent souvent dans les écoles. Ils ont vraiment porte ouverte dans les écoles. Oui, ils ont porte ouverte dans les écoles. Et en fait, ce sont les enfants qui en sont victimes. Donc, en plus, certains profs ont tiré la sonnette d'alarme en disant qu'il n'y avait pas de visibilité sur ce qui était fait parce qu'ils arrivent à 3-4, on ne peut pas surveiller, etc. Donc on ne sait même pas vraiment ce qui est fait. On ne sait pas vraiment, c'est encore plus inquiétant. Non. Et par exemple, Tomboy, le fameux film, il y a quand même plus de 50 000 enfants qui l'ont vu sans que les parents soient au courant. Et en fait, les parents, certains enfants sont revenus un peu troublés. Et on dit aux parents, on est troublés parce qu'on a vu un film. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'il avait déjà été diffusé, qu'il y avait déjà 50 000 enfants qui l'avaient vu. Alors qu'on demande l'avis des parents pour un oui ou pour un non.
Mais là, justement, là, par contre, on ne demande pas l'avis aux parents. Hein. Et puis il y avait un autre film, parce que alors là, les films, justement, alors c'est comment 14 millions d'amis, je crois. C'est un film qui, on peut dire, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui parodie. En fait, alors, il y a Alexandre Astier dedans. Il y a aussi notre future ex-dame, ex-première dame. Horrible, horrible. Voilà. Oui, en fait, c'est les femmes mariées de force. Voilà, tout à fait. Mais ce serait en France par des catholiques. Des catholiques, en France par des catholiques. C'est bien connu. Voilà, exactement. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais comment ils osent, quoi. C'est des attaques frontales, vraiment. Voilà. Mais tout est permis. Ouais. Tout est permis. Et là, j'ai vu, il y a un nouveau film qui sort maintenant. Ah bon ? Oui, ça s'appelle Gérontophilia. Ah, j'ai vu. J'ai vu une bande-annonce. Vous l'avez tous certainement vu aussi. Ça paraît assez... Mais c'est d'une tristesse. Assez incroyable aussi, quand même. On va très très loin, je pense. On va très loin. Puis le jeune garçon qui tombe amoureux du vieillard, qui était fiancé d'ailleurs. Qui était fiancé. Alors qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais plus pourquoi il n'est plus fiancé, mais enfin en tout cas, il tombe amoureux d'un vieillard, qui est vraiment un vieillard, qui est dans une maison de retraite. Ouais. Il a 18 ans, le gamin. Oui, c'est ça. On est juste à la majorité. Ouais. Hein ? Donc on va bientôt ils auront 16 ans. Moi je vous le dis, en fait on est en train de préparer le terrain pour tout d'un coup passer en dessous. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, alors ça, parce que là on est sur ce terrain-là, justement il y en a pas mal qui mettent en garde contre une volonté des élites de vouloir imposer la pédophilie de façon légale et d'arriver comme ça, on va dire, petit bout par petit bout à, pour parler vulgairement, faire passer la pilule. Hein. On commence par un film, voilà, avec un jeune de 18 ans, on vous montre des photos et puis petit à petit. Mais vous savez qu'aux Pays-Bas, il y a un parti pédophile. Oui. Il y a un parti pédophile. Oui. Mais ça rejoint un peu la question de, comment s'appelait-il, Claude, tout à l'heure, qui disait des associations qui avec les pédophiles, avec des ONG et des associations. Et en fait, ça rejoint ça quand même. Hein. C'est-à-dire que quand on voit d'ailleurs Daniel Cohn-Bendit en 68, il parlait bien de pédophilie tout à fait ouvertement. Et il l'a écrit dans un bouquin. Et voilà. Et quand on pense à... D'ailleurs, il y en avait un aussi, c'était... comment il s'appelait, la Mitterrand, Frédéric Mitterrand, qui avait écrit dans son bouquin, tout ça a été très vite étouffé, mais il parlait de son tourisme sexuel où il était avec des jeunes garçons. Ils s'en cachaient pas. Pascal Sevran non plus, elle avait écrit un livre là-dessus. Voilà. Et en fait, à l'époque, et voilà, et là il y a eu un... Comment il s'appelait cet auteur qui a eu le prix Goncourt, ou je sais plus, un prix là, qui est j'ai oublié son nom, mais qui est un pédophile notoire. Alors ils vont nous le dire sur le chat, j'imagine. Ah bah j'imagine, allez. Ils sont tellement alertes. Joker, non, vous savez comment on fait ? On dit, je demande l'avis du public. Voilà. C'est ça ? Ah oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est 50-50, Jean-Pierre. Jean-Pierre, mon cher Jean-Pierre. Donc c'est 50-50, donc là en fait je demande l'avis du public. Bon l'avis du public, on vous attend les métanotes sur cette affaire pour savoir qui est ce pédophile notoire qui a reçu un prix littéraire. Un grand prix littéraire. Voilà, exactement. Voilà. Donc effectivement, parce que c'est vrai que c'est quand même assez inquiétant quoi, cette avancée constante de ces idées. Toujours un peu plus loin. Toujours un petit peu plus loin. C'est toujours un peu plus. On avait vu aussi une sortie on avait parlé vous l'appelez enfin on l'appelle tous, hein, vous savez comment on appelle ça, le monstre des Carpates, vous savez, le maître, je ne sais plus, maître Lévy, il me semble de son nom. Il a un œil comme ça, un peu, il fait très peur, il a des lunettes. Il est avocat de la LICRA et il était venu dans une émission défendre la pédophilie très ouvertement devant une Allemande, je m'en rappelle, qui parlait très bien français et qui était absolument choquée. Au bout d'un moment, elle a posé la question, elle a dit mais j'ai pas compris, je crois. Elle s'est dit je parle trop mal français, il parle pas des enfants, j'ai pas compris. Elle s'est dit elle-même c'est pas possible, je dois plus comprendre. Alors qu'elle parlait très bien, non, elle avait parfaitement compris. Au point qu'elle-même s'est dit c'est pas possible, ce que j'entends, je dois pas comprendre ce qu'il dit. Et en fait si. C'est extraordinaire parce que ça on n'avait jamais vu ça avant quand même, des sorties parce que là ils viennent à découvert je trouve. Vous trouvez pas qu'ils sont vraiment maintenant ils s'affichent ouvertement? Ils s'affichent ouvertement et en fait heureusement qu'il y a des télés comme les vôtres quoi, parce que
ça passe. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que, vous savez, en fait, on lobotomise les cerveaux. C'est-à-dire que petit à petit... en fait, moi, j'appelle ça du lavage de cerveau soft, si je peux me permettre cette expression, cet anglicisme. Mais c'est du lavage de cerveau soft. C'est-à-dire qu'avant, en URSS, on mettait des des électrodes. Ouais. Et puis, on faisait du lavage de cerveau, en envoyant de l'électricité dans le cerveau. Mais maintenant, on fait la même chose, mais sauf que c'est soft. Et c'est par les moyens de communication, les médias, etc., où en fait on anesthésie les gens, voilà, tranquillement, et on leur fait passer tout ce qu'on a envie de leur faire passer, et les gens ne se rendent pas compte. Et donc là, ils commencent un peu à se réveiller, mais enfin pas suffisamment, quoi. Ils sont pas encore, ils sont pas suffisamment choqués en fait. D'ailleurs, comme ils sont pas suffisamment choqués, les autres vont toujours un petit peu plus loin. Pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Vous savez, on lance un appât. On lance l'appât, voilà, on voit comment ça réagit, on retire éventuellement l'appât, mais ça y est, c'est lancé. Donc ça veut dire qu'on a commencé à en parler. Et dès lors qu'on commence à en parler et que c'est plus un sujet tabou, c'est là que ça devient horriblement dangereux. Donc là, en fait, il y en a qui disent, non, mais quand même, ils exagèrent, je suis choquée. Oui, mais ça fait rien, ça y est, c'est déjà dit. Donc à partir du moment où c'est dit, c'est déjà presque plus un problème. C'est déjà, c'est déjà. On est déjà passé dans la phase de l'acceptation. Ouais. Parce que c'est exactement ce qu'on vit. Ce que je n'arrête pas de dire à l'antenne, qu'on est dans une phase, pour moi, d'apocalypse, de révélation. J'ai l'impression que le monde se révèle à nous un peu chaque jour, comme si les masques tombent. C'est ça, les masques tombent. Les masques tombent au fur et à mesure. Hein, comme je voyais, pour faire le lien justement sur ces masques qui tombent, comme vous voyez, c'était la responsable nationale des Verts qui en appelait à la fin de la France, qui disait, non, oui, si demain il faut faire un État fédéral et qu'il n'y ait plus de France, tant mieux. C'est un discours qu'on n'aurait jamais pu entendre il y a 20 ans. Quoi. Donc, et aujourd'hui, si ça passe naturellement, c'est bien parce que oui, on a travaillé de longue haleine à dire oui, mais bon, l'Union Européenne, mais oui, il faut qu'il y ait un peu moins de France, c'est pas très grave, tout ça. Et les Français, je crois, il y a une partie qui réagit violemment à ça, qui comprend ce qui se passe. Hein. C'est pour ça que certainement il y a eu un énorme succès dans vos appels à manifester, parce que les gens savent ça. Et c'est pas terminé en plus. D'ailleurs, on nous demandait c'est quoi vos futurs combats sur le printemps français. C'est une question qui était venue, ça. En fait, nous, on est... c'est des actions, hein, comme celles qu'on a faites beaucoup, mais c'est finalement, on ne cessera pas tant que le système ne sera pas tombé. Donc c'est quand même la chute du système, c'est clair. Et en même temps, on essaye de faire réfléchir les gens. Donc, quand on va sur le site du Printemps français, on voit que on essaye justement de dénoncer tout ce qui est mondialisme, etc. Et d'ailleurs, on avait fait avec le Printemps français une action devant Apple, un Apple Store. Même si moi, mon ordinateur, j'ai mon Apple dans ma poche, ordinateur Apple, etc. Ben oui, mais bon, parce qu'on peut quand même pas trop s'en passer. Mais c'est pour montrer que en fait, on dénonce le système. Donc, on est aussi dans l'action, mais on est aussi dans la réflexion. Alors, il y a aussi un nouveau mouvement dont je voudrais parler parce que je pense que, en fait, comme je disais, moi, je suis catholique et je crois que, en fait, il faut aussi, mais ça rejoint ce que je vous parlais tout à l'heure de transcendance. Donc, c'est indépendamment de la religion, mais je pense qu'il faut bien comprendre que tout ce qui se passe actuellement, en fait, il faudrait arriver, je crois, à les mettre à un niveau spirituel. C'est-à-dire que je pense que c'est pas juste humain. C'est plus grave que ça. Ça se situe à un niveau qui nous dépasse. Et je pense que c'est très important de le dire ouvertement, parce que finalement, on n'ose pas. Pourquoi ? Parce qu'on dit, on nous a tellement appris que la religion c'était du domaine privé, dans la sphère privée, que en fait, quand on croit, on n'ose plus le dire, parce que si on le dit, on dit, oh, non, mais t'as plus le droit de le dire, t'as pas le droit. Ben moi, si, en fait, je le dis. Et là, c'est pareil, j'oblige personne à croire ce que je crois. Hein. Alors là, chacun est absolument libre et vraiment, voilà. Mais en revanche, moi, je refuse maintenant qu'on m'impose de ne pas dire ce que je crois et de ne pas dire en particulier que je suis persuadée que ce combat est un combat qui se situe à un niveau qui nous dépasse et à un niveau spirituel. Voilà. Donc il y a un nouveau mouvement
qui vient de se créer, qui s'appelle les précurseurs, et qui veut bien faire comprendre, qui est en fait une planète nouvelle qui arrive dans cette grande galaxie de la résistance, qui est aussi une planète qui est, on va dire, un peu plus spirituelle, c'est-à-dire pour essayer de montrer aussi que ce combat est un combat spirituel. Encore une fois, ça m'appartient, hein, j'oblige absolument personne à penser comme ça, mais je pense que si on le pense, moi je veux plus de tabou en France. Je veux plus de tabou et je veux plus qu'on m'impose de dire non, mais on a le droit de dire que la République c'est une religion, mais par contre, vous êtes catholique, mais vous n'avez qu'à fermer votre gueule. Eh bien non, moi je suis catholique, mais j'ai pas envie de fermer ma gueule, et j'ai envie de dire que aussi, moi si je suis dans ce combat, c'est aussi en raison de ma foi, et puis c'est tout. Et puis, mais encore une fois, ça m'appartient, et voilà, mais je refuse qu'on m'impose de ne pas dire ce que j'ai envie de dire, ce que je crois. Et je pense que de le dire, si toutefois ça peut aussi décomplexer des gens de dire ben non mais moi je le situe pas à ce niveau spirituel, et ben très bien qu'il ne le situe pas à ce niveau spirituel, et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui pensent que ça ne se situe pas à ce niveau spirituel. Mais en revanche, je pense qu'il faut pouvoir tout dire dans ce pays, voilà, tout dire, et que les sujets tabous, c'est ça qui fait que le pays va mal aussi, que la France, on dit pays, mais ce pays c'est la France, et c'est aussi ça. C'est aussi pour cette raison que la France va mal, c'est que il y a des choses qu'on n'ose plus dire, qu'on n'a pas le droit de dire. Oui, il y a tout un tas de sujets qui sont... Voilà. Non, mais attendez, vous n'avez pas le droit. Alors moi, j'ai le droit de dire que la République est une religion, mais vous n'avez pas le droit de dire que vous êtes catholique, parce que ça c'est pas bien. Bah si, moi j'ai envie de le dire, donc je le dis. Donc il y a, voilà, donc enfin voilà, c'est juste, on va pas en parler toute la soirée, mais pour moi c'était quand même important de le dire, parce que je pense qu'il faut vraiment que maintenant les gens se décomplexent sur tous les sujets. Encore une fois, chacun a le droit de croire ce qu'il veut, mais quand on le croit, on a le droit de le dire. Voilà, c'est fini. Enfin, pour moi, c'est fini en tout cas. Une espèce de truc où il faut avoir peur de dire les choses. Non, moi, j'ai pas peur de dire les choses. Justement, alors on nous a répondu, c'est Gabriel Matzneff. Et merci beaucoup, c'est exactement ça. C'est Claude Racidier, l'homme le plus informé du chat, évidemment. C'est le fameux Claude. Le fameux Claude est très très informé. Et ses associations et ONG. Voilà. Donc, alors on nous demande, ça c'est Alasso, Alasso on le salue, on connaît bien, et c'est un sujet qui lui tient à cœur justement, il nous dit, craignez-vous l'hypothèse ou non du grand remplacement ? Pensez-vous que la culture française peut être vraiment menacée par une présence halogène sur son territoire ? Eh bien, je crois que la volonté, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, je crois que la volonté, c'est de faire un espèce de métissage. Voilà. De forcer, on peut vraiment. Voilà, de forcer. Donc, et je pense que c'est une volonté délibérée. Donc je pense que c'est bien aussi de parler de ce sujet et que c'est important de parler de ce sujet parce que c'est une volonté que de faire une espèce enfin un pays qui ne soit plus la France. Et c'est ce que vous disiez aussi il y a quelques minutes. En disant, comment elle s'appelle ? Enfin, je ne sais plus, cette députée qui disait il faut plus l'écologie. Ah oui, la responsable des Verts, je ne me rappelle plus son nom, qui est prête à enterrer la France. Enterrer la France. Je pense qu'en effet, il y a une vraie volonté. Donc, voilà. Donc, oui, parce que c'est un peu une folie des autorités, cette espèce, on va dire, d'immigration incontrôlée, dont personne ne veut. Et en plus, qu'il y a un nouvel esclavagisme, parce que finalement, on fait venir ces gens pourquoi ? Pour venir faire des métiers pas chers, des métiers à conditions de travail que personne ne veut, et le fait qu'ils viennent les faire, qu'ils acceptent de les faire, on n'améliorera jamais du coup les conditions de travail, puisqu'on trouvera toujours des gens toujours plus pauvres, voilà, ils viennent d'Inde, et puis demain il faudra aller chercher des Vietnamiens, puis on ira après chercher des Bélarusses, et peut-être des gens au Kazakhstan, etc. Ça va jamais finir, en plus c'est un cercle infernal. Et ça n'a pas de sens parce qu'on n'intègre pas les gens, on est confiné en plus dans des territoires, donc ça devient... Exactement. Et en fait, c'est aucun respect pour eux. Ouais. C'est aucun respect pour eux. C'est aucun respect pour nous et c'est aucun respect pour eux. Et en fait, et ça fait le lit des passeurs et de l'immigration clandestine, etc. Et donc en fait, de l'esclavagisme. Parce qu'on parle d'esclavagisme, et on pourrait commencer par parler de l'esclavagisme moderne. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler, l'esclavagisme moderne. Mais justement, d'ailleurs, de temps en temps, il y a des procès comme ça,
où on voit des personnes qui emploient, qui ont piqué les passeports de ceux qui font venir. Et puis en fait ils sont taillables et corvéables à merci parce que on les a fait venir comme ça, mais sauf qu'en fait on n'a absolument rien à leur proposer. Mais par contre ça fait un espèce de brassage, voilà. Et je pense que c'est mauvais pour tout le monde. C'est source de tension. Ouais, donc plus, voilà, et ça aussi on n'a pas le droit de le dire. Bah, si, en fait, si. Oui, parce qu'on passe évidemment pour un raciste effréné. En fait, moi je m'en fiche. Non mais c'est terrible en France parce quoi. que justement dès qu'on parle d'un sujet, il y a un qualificatif tout de suite qui vous tombe dessus pour une espèce de taser idéologique pour vous empêcher de parler. Quoi. Et il y a tout un tas de sujets comme ça qui sont évacués. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec l'analyse justement d'une gauche qui justement se veut, entre guillemets, immigrationniste, donc favorable à une forte immigration, mais en même temps est à l'avant-poste, on va dire, de cette anti-islamisation, anti-musulman, parce que finalement toutes les lois contre les musulmans, ça vient toujours de la gauche. Hein. Mais c'est très marrant en fait, parce que... C'est un peu schizophrène comme attitude. Oui, exactement. En fait, c'est schizophrène comme attitude, absolument. Et en fait, c'est en train de se retourner contre eux d'ailleurs. J'imagine parce que je sais qu'ils perdent du terrain énormément justement auprès de ces populations qui pensaient être acquises. Hein, voilà, exactement. La banlieue, ça c'est pour nous, voilà, exactement. Pour nous, et ça, exactement. Et en fait, c'est en train de se retourner contre eux parce qu'en fait, ils les manipulent. Voilà, c'est une ils les manipulent. Ouais. Ils les manipulent. Donc en fait, les gens, ils sont intelligents. On a beau essayer de les décérébrer et de leur retirer le cerveau et ce qu'il y a d'intelligent dans le cerveau, en fait, non, tout d'un coup, ils se disent, mais il y a quand même quelque chose qui cloche là. Parce que ne pas vouloir lier le fait que l'islam est le fait de l'immigration, je veux dire, c'est pas une insulte ou une opinion de dire ça, je veux dire, c'est un fait historique, c'est l'immigration, on va dire, arabo-africaine qui est venue en France, qui a fait qu'aujourd'hui il y a une minorité musulmane, une communauté musulmane plus importante en France. Mais s'il n'y avait pas eu cette immigration, on ne peut pas penser qu'il y aurait eu cette communauté musulmane. Donc si l'islam est lié à l'immigration, eux veulent détacher en disant non, on est pour l'immigration mais contre l'islam. C'est pas possible. À un moment donné, il faut expliquer. En fait, ça s'appelle de la schizophrénie. Voilà, les gens ils viennent avec leur religion. Voilà. Oui, évidemment. Donc en fait, ça fait de la schizophrénie et en plus dans ces quartiers-là qui leur est réservé, compte tenu du fait que ils veulent tout régler par cette espèce de laïcisme. Ils empêchent les gens d'exister et d'être ce qu'ils sont. Et c'est ça qui fait que c'est pas bon, parce que du coup, ça va loin en plus, dans le truc, parce qu'on les fait venir, on dit on prend, mais en fait, on veut aussi les empêcher d'être ce qu'ils sont. Donc en fait, non, mais voilà, donc en fait, il faut stopper ça. Il faut stopper. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de le stopper. Mais c'est de le stopper avec respect et voilà, sans haine. Mais c'est de le stopper, c'est-à-dire de dire. D'arrêter cette espèce de schizophrénie qui fait que tout le monde se sent mal à l'aise et que du coup il y a une radicalisation et que du coup oui mais forcément c'est évident, c'est évident. C'est diabolique parce que même je veux dire justement ceux qui sont les victimes de cette politique, ça leur donne de l'eau au moulin en disant oui mais regardez, c'est vrai, on est victime d'une discrimination constante, de lois, etc. Donc ça mène des tensions en plus communautaires, des tensions terribles des deux côtés et qui sont justifiées parce qu'on va trouver justement des justifications des deux côtés. Exactement. Non mais exactement. Donc je sais pas en fait, on a l'impression qu'il y a une espèce de volonté de détruire. Mais ce qui n'est pas faux, puisqu'en fait, c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, ça amène, c'est ça, c'est-à-dire une volonté de détruire la France. Il y a une destruction de la France. Oui, il y a une destruction de la France. Attaquer donc sur plusieurs fronts. Et je pense qu'il y a une volonté délibérée de détruire la France pour la mettre dans un grand tout. Dans une espèce de grand tout mondialiste. C'est un peu ce que disent Pierre Hillard. Vous connaissez un peu, non? Pierre Hillard, pas du tout. D'accord. C'est un auteur. Je manque beaucoup de culture. D'accord. En tout cas, je vous invite à aller parce qu'il décrit très bien ces phénomènes. Il les explique très bien, très sourcés. Je vais les regarder. C'est très documenté dans ce sens-là où il explique justement ce projet étape par étape comment
ils imposent, et l'Union européenne en fait absolument parler. Pour lui, c'est un peu le Pygmalion absolu de ce projet mondialiste, parce que si ça réussit en Europe, ça réussira beaucoup plus facilement ailleurs. Parce que c'est là où c'est le plus difficile à faire, parce que là on réunit des peuples qui ne parlent pas la même langue, la même culture. Oui, c'est ça, qui a même des cultures. Voilà, donc alors que si ce projet européen arrive à aboutir, évidemment ce sera beaucoup plus facile de faire un bloc nord-américain, un bloc sud-américain qui est très unifié linguistiquement, un bloc africain aussi, etc. La partie du monde qui vraiment, justement, il y a cette diversité absolue et plein de multitudes. Mais l'Afrique, je pense que l'Afrique est moins manipulable. Je pense, mais bon, je connais pas très bien l'Afrique, mais je pense que l'Afrique est moins manipulable. Parce que les gens sont quand même très ancrés dans leur... les Africains, ce que j'entends en tout cas, qui sont très inquiets du sens que prend la société européenne, de cette façon à la fois autoritaire et décadente du point de vue des valeurs. C'est quelque chose qui trouve assez inquiétant quand même, cette dérive, et qui s'accentue en plus, donc qui les inquiète vraiment. Et là, ils voient que ça vient chez eux. Et ça, même, on a beaucoup d'auditeurs au Maroc qui nous le disent. Le Maroc est un peu, je pense, le laboratoire d'entrée de ce que cherche à faire ce nouvel ordre mondial pour s'imposer en Afrique. Et le Maroc est la porte d'entrée absolue vers l'Afrique. Et évidemment, ils voient ça d'un très très mauvais œil. Évidemment, il y a des pays là, je ne sais plus dans quel pays, on a commencé à leur dire oui, il faut changer le code civil. Alors c'est plusieurs pays d'Afrique qu'ils ont convoqués en leur disant oui, vous allez changer le code civil, il va falloir aussi que vous adoptiez le mariage pour tous. Alors évidemment, les Africains étaient effarés, on dit il n'est pas question, comment ça, vous faites vos conneries en Europe si vous voulez, mais vous n'allez pas commencer à venir nous imposer vos conneries. C'est quand même extraordinaire. Et je sais que c'est vrai incroyable quand même. Enfin. Mais ça vient aussi parce qu'on a inventé ces gros machins, comme on dit, qui sont l'Organisation mondiale de la santé, l'ONU, l'UNESCO, enfin bref, tous ces espèces de gros organismes qui sont complètement à la solde de tous ces lobbies mondialistes, LGBT, etc. C'est comme ça qu'en fait ils ont quand même démarré. Et voilà, et après, ce que je disais avec la fondation de Bill et Monica Gates, c'est sous couvert de santé, l'Organisation mondiale de la santé, machin, et tout ça. Alors on pond des gros rapports, et puis après on dit il faut aller sauver ces populations, et puis voilà. Et en fait, tout ça, c'est de la manipulation pure, en fait. Alors j'ai une question, justement, là on nous demande, Madame Bourges, pouvez-vous nous éclairer sur le financement des manifs, mariage pour tous et jours de colère, car certains dans la dissidence croient en un nouveau catalyseur d'opinion de la part de certaines forces de l'ombre, calmer la foule par une balade dans la capitale. Par une balade dans la capitale. Ouais, c'est Réduit qui nous dit ça. Alors, en fait, j'ai pas tout compris. Alors, sur le. En fait, il demande un peu quels sont les financements, parce que. Alors, malheureusement, sur jour de colère, on n'a pas du tout financé. Je fais un appel au peuple d'aller faire des dons sur jour de colère, parce qu'en fait, jour de colère n'est pas encore, on n'a pas encore fini de financer. Donc, c'est uniquement des financements de. On n'a même pas de sponsor. Il y avait des bons moyens, un jour de colère, ça va. Il y a beaucoup de dettes, Ah, il y a beaucoup de dettes, parce qu'il y avait des écrans 4x4, il y avait et encore, on avait fait, on a encore fait au minimum, mais comme on pensait bien qu'il y aurait beaucoup de monde, c'est vrai qu'il y avait une estrade avec des écrans. Non, mais c'était donc on a fait, on a fait au minimum, mais c'est pas du tout encore complètement financé, parce que justement, il n'y a pas de sponsor. Donc voilà, donc ça c'est pour répondre à la question. Il n'y a pas de. Mais alors sinon, j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu. C'était balader les. C'était quoi? Non, c'était balader. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas assez. Il voulait dire qu'en fait. Ou je sais pas quoi. Il voulait dire qu'en fait, il y a certaines personnes qui disent oui, ça a servi à catalyser les gens, à les balader dans la capitale, mais il n'y a pas eu de suite réelle. Oui, je comprends très bien ce que veut dire cette personne. En ce qui concerne la manif pour tous, je pense que ça a eu un mérite énorme. C'était de faire lever les gens quand même. Parce que comme pour ceux qui lisent un peu Boulevard Voltaire, ou vous savez, vous connaissez, bien sûr, Boulevard Voltaire. Et Gabriel Cluzel qui parlait de la France bien élevée. Oui. Et je pense que la manif pour tous a eu cet avantage énorme, c'est de commencer à ce que la droite adopte la culture de la rue. Parce que la droite, généralement, en principe, les manifs sont réservés à la gauche, aux syndicats, etc. D'ailleurs, tout ça toujours très contrôlé.
quand la gauche sort dans la rue et que c'est les syndicats, c'est des colères, une espèce de fausse colère, des vraies colères, mais après... Le représentant de la CGT, il va au siècle, celui qui est en charge des manifestations, voilà, c'est que tout d'un coup on leur dit à la niche, on va te filer quelques bifetons, et tout le monde rentre à la niche. Voilà. Donc je pense que c'est un peu ça qui veut dire cette personne-là, c'est-à-dire voilà. Donc en ce qui concerne la manif pour tous, ça a eu cet énorme avantage-là, et je pense qu'il faut vraiment le reconnaître, ça, avec un espèce de réveil instinctif, un sursaut. C'était pas forcément que les gens savaient précisément pourquoi ils descendaient dans la rue, c'est-à-dire que ils étaient peut-être pas capables de dire pourquoi je suis très précisément contre le mariage entre personnes de même sexe ou pourquoi, mais simplement il y avait un espèce de sursaut parce que la civilisation était en danger de mort et que les gens tout d'un coup instinctivement se disaient non mais là il y a un truc, ça va pas du tout. Donc ça a eu cet effet-là. Maintenant, là où je rejoins, enfin si je comprends bien ce que veut dire cette personne, qui s'appelle comment C'était Erenui. C'était qui Erenui. Erenui. Donc, je pense qu'il y a un moment, en effet, où il ne faut pas tomber dans l'habitude où on va sortir les gens pour les calmer, ça va leur faire du bien, on va les aérer. Donc, je suis assez d'accord là-dessus. Il y aurait peut-être un peu quelque chose comme ça de la manif pour tous aujourd'hui. Mais bon, on va garder le positif, parce que moi, je suis quelqu'un de positif. En ce qui concerne le jour de colère, l'objectif, c'était pas de balader les gens. L'objectif, et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de suite à jour de colère, parce que il y en aura peut-être si on arrive à structurer un peu, mais après, il va falloir faire des projets sur quelque chose de construit. Mais comme je disais tout à l'heure, l'objectif du jour de colère, c'est pas la même chose. L'objectif du jour de colère, c'était de réussir à coaguler des colères pour montrer et créer le rapport de force auprès du gouvernement. Donc là, on n'était plus dans la balade, mais alors maintenant... si RNI veut dire que la nuit, le soir venu, il aurait fallu tout péter, enfin pardon d'être un peu familière, là par contre, si c'est ça, moi je ne suis pas, parce que je suis une profonde non-violente, et je pense que si on en passe par la violence, je ne dis pas que peut-être on ne passera pas par là, mais on ne peut jamais souhaiter la violence, en fait, et je pense que il y a des armes de non-violence qui sont très puissantes, en fait. Si on commence à se mesurer au gouvernement, on va quand même pas gagner, quoi, parce qu'on n'est pas armé comme eux, et moi, c'est pas mon truc. Je pense qu'il faut y aller beaucoup sur la désobéissance civile. Je suis très pour JRE. Voilà des choses qui font trembler le gouvernement, le jour de retrait de l'école. On peut inventer des choses comme ça, de faire sans arrêt. Vous savez, le moustique, hein, on dit toujours, on nous disait aussi de ne plus payer ses impôts. Non, mais voilà. Et moi, je crois beaucoup plus. Donc là, il faudrait s'organiser parce que c'est difficile, mais je crois beaucoup, beaucoup plus à la désobéissance civile qu'à la force, parce que de toute façon, d'abord, c'est pas mon tempérament, mais en plus, la force, évidemment qu'on sera perdant, ou alors ça va être un bain de sang, et encore une fois, on est quand même beaucoup moins armés qu'eux. Et c'est pas mon tempérament, mais en revanche, la désobéissance civile, oui, je pense qu'il faut aller toujours plus loin dans la désobéissance civile, parce qu'après tout, le système existe parce qu'on veut bien qu'il existe. C'est nous qui faisons le système. Il faut en prendre conscience. Donc après, il faut savoir comment on peut le faire tomber. Mais si le système existe, c'est grâce à nous. C'est vrai que la personne qui dit qu'il ne faudrait plus payer ses impôts, le jour où on ne paye plus d'impôts, le système tombe de lui-même. Donc il y a des choses à inventer. Voilà. Donc là, je pense qu'on est un peu en début, parce que finalement, un an, c'est quand même pas énorme. J'aimerais bien que ça se termine assez rapidement, parce que voilà, mais que le système tombe, ce serait bien. Mais c'est vrai qu'après tout, le système, c'est aussi nous qui l'alimentons. Et donc c'est tout ça qu'il faut, c'est tout ce à quoi on réfléchit d'ailleurs. Hein. Voilà. Il y a de plus en plus comme ça de solutions, de gens qui apparaissent avec des... Je sais qu'on avait reçu ici... comment il s'appelle, Sylvain Baron, qui lui parlait d'insurrection intelligente, d'envoyer des lettres, de flouder les ministères, de flouder l'Élysée. Oui. Voilà, je trouvais ça aussi très intelligent. Voilà, exactement. Donc ça faut que... En fait, les Français, ils sont très inventifs, ils sont très créatifs. Et comme on disait à l'époque, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Donc en fait, on n'a toujours pas de pétrole, on avait un peu perdu nos idées, mais là, je trouve qu'on commence à devenir...
plus combatif. Plus combatif. Voilà. Alors on a des questions, on nous dit aussi, que pensez-vous du traitement de l'UPR et du fameux jour de colère? Vous connaissez l'UPR de François Asselineau peut-être? Non? C'est un parti qui prône la sortie de l'Union européenne. Vous connaissez mal peut-être? Ouais, il avait appelé à ne pas manifester en fait au jour de colère et il avait fait un article. Parce qu'il disait qu'il y avait des organisations qui étaient un peu pro-européistes selon lui, justement une association contre la fiscalité ou des gens qui voulaient privatiser la sécurité sociale. Voilà. Oui, c'est ça, exactement. Alors, comme je disais tout à l'heure, je pense que je comprends très bien. Je comprends, mais je pense qu'il n'avait pas très bien compris le sens de jour de colère. Peut-être que ça veut dire qu'on s'était pas très bien, on n'avait peut-être pas suffisamment expliqué, mais c'était très inhabituel comme manif. Hein. C'est-à-dire que c'était vraiment la coagulation des colères. Et comme je disais tout à l'heure, on n'était pas forcément d'accord avec la colère de l'autre, mais en fait, on n'était pas sur un programme commun. On était vraiment sur, on va essayer de faire trembler le gouvernement pour lui montrer qu'il veut nous diviser, mais que si le peuple gronde, on va lui montrer comment le peuple gronde, et on va lui montrer comment le peuple est capable de s'unir contre lui. Mais voilà. Moi, ce qu'on nous avait reproché à Jean de Colère, enfin reproché, c'est quelque chose que j'ai entendu de façon récurrente, même on a l'interview d'Adrien Abosi à Jean de Colère, et qui nous dit c'est un bon début, mais effectivement, est-ce que plutôt que faire trembler le gouvernement, ce serait pas plus, j'ai envie de dire, plus percutant de faire trembler l'Union européenne, de demander la sortie de la France de l'Union européenne? Parce que là, pour le coup, ce serait complètement très inédit en France. On peut le faire. Le tout, c'est de savoir combien de personnes on aurait dans la rue pour ça. Ceux qui étaient à Jean de Colère, je crois qu'ils étaient plutôt pour. Parce ils étaient plutôt pour. Mais je pense que là, en fait, ce qui était vraiment important, parce que les gens ont des colères à exprimer sur leur quotidien. Voilà. Et que là, en fait, c'était vraiment important qu'ils puissent exprimer leur colère sur leur quotidien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de misère dans ce pays. Il y a une fiscalité, mais je veux dire, on en a, mais jusque-là, quoi. Jusque-là, c'est à vomir tout ce qu'on nous fait. Voilà. Et je pense que une colère non exprimée, c'est beaucoup plus dangereux qu'une colère refoulée, c'est beaucoup plus dangereux. Et donc, c'est pas dire que c'est aussi une bonne idée, écoutez, organisé. Le 14 juillet, les gars. Je dis ça parce que honnêtement, je le dis à tous tous ceux que je vois là, tous les métanotes. Nous n'avons pas du tout le monopole de la manifestation. Donc allez-y, surtout allez-y. Ne vous gênez pas pour faire, organiser, proposer, etc. Hein. Il y a encore une fois, on n'a pas raison sur tout, on n'a pas. Mais je pense que c'est important, c'est de faire après. Après, on peut se gourer, on fait à temps, à contre-temps. Vous savez, moi, c'est toujours ce que je dis quand il y a des gens qui sont pas contents. Ah, mais vous auriez dû faire comme ça. Je dis peut-être vous avez raison. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux faire et se tromper que pas faire. Bien sûr. Donc, je dis pas qu'on a raison sur tout, mais je pense qu'il faut vraiment y être à temps, à contre-temps. Et tout le temps.